L'exercice 4 consiste à déplacer un jeton à partir des sommets, donc dans l'ordre trigonométrique, noté A, G, B, P. Et si on tombe sur G, on a gagné, enfin le joueur a gagné. Si on tombe sur P, le joueur a perdu. Donc un joueur 1 part de A, d'accord, et il lance un dé. Alors un dé, ici c'est précisé qu'il est à 6 faces, mais par défaut, si on ne vous le dit pas, c'est toujours un dé à 6 faces non truqué. D'accord. Donc on va supposer, V c'est l'hypothèse que le joueur gagne, et puis on va regarder ce qui se passe à chaque étape. D'accord. Donc on notera à chaque fois A1 c'est être en A1, A2, etc. À l'étape 1, à l'étape 2, ce genre de choses. Donc la probabilité, ça c'est pour le joueur 1 qui gagne. La probabilité de V, bah, on a un système complet d'événements. Donc comme toujours, on le précise, notre système complet d'événements, c'est à l'étape 1, on est en A1 ou en G1 ou en B1 ou en P1. Donc on obtient la probabilité de gagner, sachant qu'on est en A1 fois la probabilité de A1, plus la probabilité de gagner, sachant qu'on est en G1 fois la probabilité de G1, plus la probabilité de gagner, sachant qu'on est en B1 fois la probabilité de B1, plus la probabilité de gagner, sachant qu'on est en P1 fois la probabilité de P1. D'accord. Et il faut écrire toutes ces probabilités a priori de départ. Donc maintenant, et ça va être l'évaluation de notre exercice, qui va être d'évaluer toutes ces probabilités. Alors une petite remarque théorique, dans ce que je vais montrer dans le cours, je vais montrer qu'on pouvait toujours trouver des probabilités composées qui nous donnent un arbre tel qu'on arrive à trouver une probabilité. Vous voyez qu'ici, à chaque fois, on ne se préoccupe pas de l'univers oméga sur lequel on va calculer. On va simplement dire que on a un certain nombre d'événements décrits, ce qui est par un arbre. Hein. Vous imaginez ici l'arbre qui est je pars, je suis en A1, puis ou en G1, ou en B1, ou en P1. Puis, suivant les cas, ici A1, j'ai encore 4 possibilités. G1, j'ai fini, donc le jeu va s'arrêter là. B1, j'ai 4 possibilités. P1, j'ai fini, donc le jeu s'arrête là, etc., etc. Donc vous écrivez tout cet arbre-là avec ses probabilités conditionnelles. Et en fait, on a le résultat théorique sur un univers fini, au moins, je vous ai même donné la preuve, qu'on pouvait trouver un univers qui nous permettait de modéliser convenablement ceci. Donc nous, en résumé, on ne se préoccupe pas de ça. On va dire qu'on a une modélisation, qu'on travaille sur un univers qui nous permet de modéliser ceci. Bien, alors maintenant, donc, comme je disais, on va calculer ces différentes choses-là. La probabilité de victoire lorsqu'on est en A1, finalement, c'est la probabilité de victoire, puisque c'est la même, celle que j'avais au départ, c'est quand on était en A0. Donc la probabilité de départ, que le joueur 1 gagne, qu'il soit au premier tour en A1 ou en A0, on a une question de temps infini derrière qui se déroule et ça ne change rien. Donc sa probabilité de V. Probabilité de A1, on va regarder, puisqu'on joue en étant en A1, si on fait 1, on est en 2, en G, 2, 3, 4, 5, 6. Donc assez rapidement, évidemment, on voit que cette probabilité-là du premier tour, c'est du 1 sixième. Chance sur 2. La probabilité de G2, ça va être du 2 sixième. La probabilité de B1, ça va être du 2 sixième. Et la probabilité de P1, du 1 sixième. Alors, probabilité de gagner quand on est en G1, elle vaut 1, puisque quand on est arrivé en G1, on a gagné. De même, la probabilité de gagner quand on est en P1, qui est la case perdue, eh bien, elle vaut 0. D'accord. Et le seul objet finalement qui nous reste, c'est à calculer cette probabilité de, sachant B1 de V, qui est ce qui nous intéressait, ça va correspondre à la probabilité V'. C'est-à-dire que le joueur 2 qui part de B gagne. D'accord. On part d'ici. Donc, ce qui me donne comme une première formule, on va dire, donc la première formule qu'on obtient, c'est donc la probabilité de V est égale à 1 sixième de la probabilité de V plus 1 tiers plus 1 tiers de la probabilité de V'. Donc je passe de l'autre côté, ça me fait un 5 sixième ici, donc je multiplie par 6, je divise par 5, donc j'ai du 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes de la probabilité de V'.
première formule. Deuxième formule, quand je vais faire la même chose, sauf que je m'intéresse à V', d'accord? C'est-à-dire qu'on était en B. Alors cette fois, qu'est-ce qui change? Les probabilités de chaque étape, puisque si je fais 1, je suis ici, 2, je suis ici, 3, je suis ici, 4, je suis ici, 5 ici, et 6 là. Ce qui fait qu'on rajoute un 2 sixièmes ici, un 1 sixième là, un 1 sixième là, et un 2 sixième là. On perd toujours quand on est en B'. Ici, c'est la même, c'est bien P de V'. Et en revanche, celle-là, et c'est à nouveau P de V. D'accord? Donc, ce qui nous donne cette fois la formule, je vais retrouver ici, qui est donc P de V' égale 1 sixième plus 1 tiers de P de V. Pardon, et plus 1 sixième de P de V'. D'accord? Je le passe de l'autre côté, 5 sixièmes et je multiplie. Et on obtient la deuxième équation qui est que P de V' égale 1 cinquième plus 2 cinquièmes de P de V. Bon, système de deux équations à deux inconnus que l'on résout et on trouve que P de V vaut 4 septièmes, P de V' égale 3 septièmes. Ce qui est assez logique, c'est-à-dire que le jeu s'équilibre rapidement, mais dans la première étape, le joueur qui part en A est avantagé puisqu'il a plus de probabilité d'aller en G que en P. Et inverse, V' est légèrement défavorisé. Alors, derrière, on a la possibilité, et là vous voyez qu'on a un événement qui n'est pas impossible, qui est qu'on passe notre temps à faire des... par exemple, je tombe sur un dé où je ne fais que des 2, je vais en B, puis je vais en A, puis en B, puis en A, puis etc. et indéfiniment. C'est-à-dire qu'il est possible que le jeu ne termine pas. Possible. D'accord? Donc ici, on va s'intéresser à l'événement derrière, L, qui sera le joueur 1, perd. Bon, vous faites exactement le même calcul qu'ici, et en fait, vous allez voir que la probabilité que le joueur 1 perde, c'est exactement le même calcul que la probabilité que le joueur 2 gagne, puisque le joueur 1 est dans une configuration par rapport à la défaite identique à celle du joueur 2. Donc, on refait, mais on fait le calcul entièrement. D'accord? On ne le déduit pas des étapes précédentes. Et on va obtenir que P de L vaut 3 septièmes et P de L', vaut 4 septièmes. Et là, on va tirer une information de ces deux probabilités, c'est-à-dire que la probabilité de V plus union L, on sait que c'est une union disjointe. Un joueur ne peut pas gagner et perdre à la fois. Cette probabilité vaut 4 septièmes plus 3 septièmes, puisqu'on les additionne, du fait que l'intersection est vide, et elle vaut 1. Alors ça ne veut pas dire que V et L est un événement certain, on l'appellera quasi certain, mais ça veut dire que si je pose oméga, le complémentaire des deux précédents, C, le complémentaire, donc oméga privé de V union L, c'est-à-dire les cas où le jeu ne se termine pas pour le joueur 1, c'est pareil pour le joueur 2, c'est-à-dire le cas où le joueur 1 ne gagne jamais ni ne perd jamais, eh bien on sait que la probabilité de C union V union disjointe union L vaut 1 moins la probabilité de V union L vaut donc 0. Donc on ne sait pas si le jeu, on ne peut pas affirmer que le jeu va se terminer. En revanche, on peut affirmer qu'il va se terminer avec une probabilité égale à 1. D'accord? La probabilité que le jeu ne se termine pas est nulle. C'est-à-dire que la probabilité qu'on ne fasse que des lancers ayant un nombre impair est nulle. D'accord? Vous pouvez l'étudier autrement, il y en a qui me l'ont fait, en disant qu'en fait, la probabilité que le jeu ne s'arrête pas, c'est il faut que j'ai à chaque fois un résultat pair, et donc pair c'est une chance sur 2, et donc pair fois pair fois pair fois pair fois pair, la probabilité qu'on ne s'arrête pas à l'étape n, c'est du 1 sur 2 puissance n. Donc à l'infini, ça tombe bien vers 0. Il y a un petit problème de passage à la limite à l'infini, mais ça vous le verrez l'an prochain, c'est le théorème de limite monotone.